Très bien, je pense qu'on va pouvoir commencer cette troisième table ronde que je vais introduire. Donc, le 24 février 2022 ne marque pas seulement le début d'une agression brutale et aveugle à l'encontre de l'Ukraine. Ces deux dates, et plus largement ce conflit, consacrent la vaillance et l'abnégation d'un peuple luttant depuis 2014 et le Maïdan pour son existence, parachevant de ce fait son édification. Mais ne l'oublions pas, cette guerre a réveillé l'Europe et l'Occident, brisant de ce fait les ambitions du Kremlin à vouloir tirer profit des divisions ambiantes pour asseoir ses ambitions impériales. Malgré les doutes et l'ampleur du choc, les Européens et les Occidentaux font désormais bloc autour de l'Ukraine et de ce combat pour la liberté, donnant ainsi lieu à un élan de solidarité jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour autant, cette Europe revient de loin et reste, indépendamment de son soutien, en proie au doute. Comment l'Europe peut-elle aujourd'hui poursuivre ses efforts? Jusqu'à quand pourra-t-elle poursuivre ses efforts? Que dire des conséquences du conflit à court et à long terme sur le monde et plus particulièrement l'Occident? Enfin, quelles perspectives concrètes pour une Ukraine désormais à l'heure européenne? Telles sont donc les questions auxquelles cette table ronde tentera de répondre modestement en présence de nos invités que je vais rapidement introduire. Donc déjà, Gallagher Fenwick, bonsoir. Vous êtes journaliste, passé par France 24, mais vous êtes surtout l'auteur de Volodymyr Zelensky, L'Ukraine dans le sang, paru aux éditions du Rocher, dont je le rappelle, les droits sont reversés au mouvement interculturel France-Ukraine et que vous pouvez vous procurer à la sortie de l'auditorium. Et enfin, donc, Nicolas Tenzer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-directeur de Desk Russie, haut fonctionnaire, enseignant à Sciences Po, et vous intervenez régulièrement au sujet de l'Ukraine et de la Russie. Alors, dans le cadre de cette table ronde qui prendra plutôt la forme d'une conversation à trois, je vais plutôt d'abord poser la question, me poser en tant qu'historien, peut-être interroger finalement les faits passés à travers cette question suivante. Comment en est-on arrivé là? Est-ce que c'est un manque de vigilance de la part des Européens? Est-ce qu'il y a eu une certaine obstination à vouloir tenir une posture d'équilibre et de dialogue, alors que la Russie, elle, avait déjà d'autres plans concernant l'Ukraine et l'Europe? Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. La première remarque que je ferai à propos de votre question, c'est qu'il y a un très grand nombre d'événements que les Européens n'ont pas voulu voir. À vrai dire, pas seulement les Européens, parce que d'une certaine manière, je dirais que les Américains ou les Canadiens ou d'autres pays démocratiques, on pourrait aussi parler du Japon, de la Corée du Sud, mais enfin, en tout cas, tous ces pays dont les Européens, en tout cas la plupart des Européens de l'Ouest, n'ont pas voulu comprendre ce qui se passait. Ils n'ont pas voulu voir que dès 1999-2000, il ne faut quand même jamais l'oublier, vous aviez eu la guerre de Tchétchénie, une seconde guerre de Tchétchénie, déclenchée par Poutine après, chacun ici le sait sans doute, ces attentats vraisemblablement fabriqués par le FSB sur 3 immeubles qui ont été immédiatement imputés par le pouvoir russe, et en particulier par le Premier ministre de l'époque, Vladimir Poutine, aux terroristes tchétchènes, dont il disait qu'il voulait les buter, vous savez jusqu'où. Vous avez eu ensuite cette guerre, et très vite, évidemment, ce qui est apparu, ce sont des crimes de masse commis par les troupes russes contre la population tchétchène, contre les civils tchétchènes, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre massifs, parfaitement documentés déjà à l'époque, par Anna Politkovskaya notamment, par Natalia Estemirova, toutes deux assassinées, on s'en souvient aussi. Le 7 octobre 1986 pour Anna Politkovskaya, le 15 juillet 2009 pour Natalia Estemirova. Nemtsov avait repris le flambeau, il a été également, comme vous le savez, assassiné. Donc, vous avez eu premièrement ces crimes, puis vous avez eu ensuite le 11 septembre. Et le 11 septembre a gommé en quelque sorte l'image de ces crimes et de l'indignation qui commençait à monter. Et en Europe, en France en particulier, très peu ont voulu en quelque sorte suivre et les rappeler. Sauf quelques figures, comme André Glucksmann notamment, qui dès ces années-là, et je me rappelle encore des mails d'ailleurs d'André Glucksmann à ce moment-là, c'est assez curieux malheureusement sur un vieil ordinateur, je ne peux plus les avoir,
qui alertait là-dessus. Mais c'était vraiment une voix parlant dans le désert. Puis vous avez eu la Géorgie, bien sûr l'Ukraine en 2014, et un phénomène qui, pour moi, a été peut-être, à titre personnel, l'un des déclencheurs les plus forts, les crimes massifs commis par la Russie en Syrie. À partir de son installation militaire, à proprement parler, sur ce territoire, à l'automne 2015, même si avant elle était de fait présente par le biais de conseillers très proches du régime Assad. Il y a beaucoup d'autres épisodes que je pourrais évidemment rappeler, mais ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas porté suffisamment attention à ce que ces crimes même signifiaient. Des crimes commis en plein jour. En Syrie, c'était très frappant de voir les réactions. On n'a jamais blâmé, enfin je parle de on, des instances politiques officielles, des chefs d'État et de gouvernement. Ils ont blâmé les crimes contre l'humanité massifs d'Assad, heureusement, mais ils n'ont jamais blâmé, nommé les crimes de la Russie. Ils n'ont jamais, à ce moment-là, traité Vladimir Poutine pour ce qu'il était, à savoir un criminel de guerre. Pas plus, les Occidentaux au sens large, n'ont essayé de voir quelle était la véritable nature de ce régime, les liens mafieux qu'entretenait Vladimir Poutine avec un certain nombre de groupes, l'interpénétration entre la mafia et les Soloviki, c'est-à-dire les proches des anciens des services secrets. Tout ceci a été complètement oublié, la spoliation volontaire d'un certain nombre de biens. Enfin, tous ces exemples-là, on n'y a pas prêté attention. Et alors que Poutine était un criminel endurci, disons une sorte de Totorina qui portait cravate, en fait, ils ont considéré la Russie comme une sorte de pays normal. Comme s'il y avait une normalité dans les crimes massifs. Et ça, c'est quelque chose qui est très frappant. Ils n'ont pas prêté attention non plus sur le plan intellectuel au discours que tenait Vladimir Poutine. On a beaucoup rappelé, évidemment, ces derniers jours, celui de Munich en 2007, mais il y en avait bien d'autres qui, déjà, annonçaient les prédations futures de Vladimir Poutine, que ce soit en Géorgie, en Ukraine, son soutien au régime du Bélarus, etc. Il y a eu une forme d'angélisme, de romantisme un peu rose, qui s'est traduit par l'invocation régulière de la grande, avec beaucoup de trébolo dans la voix, histoire russe. Ça a été aussi très frappant, parce que tout simplement, les gens ont considéré le pays ou la nation de manière inséparable du régime. Le régime, il ne regardait pas. Il regardait uniquement cette espèce d'essence intemporelle de la Russie, comme si c'était à cela qu'il prêtait attention. Ensuite, ils ne se sont jamais rendus, y compris pour des dirigeants européens, français, ou des femmes ou des hommes politiques, ou des intellectuels, dans les autres pays de l'ancien empire soviétique. J'étais très frappé de voir, pour ma part j'étais allé une vingtaine de fois en Ukraine, d'être un des seuls, probablement pas dans cette salle, mais si je prends, disons, les intellectuels, les publicistes, les gens qui écrivent sur les questions internationales, ou les politiques, qui y être rendus une vingtaine de fois. Vous savez bien que même pour le président de la République, il a attendu de revenir de Russie juste 2 semaines avant la guerre pour se rendre en Ukraine, alors qu'il était allé plusieurs fois en Russie. Mais on pourrait dire la même chose d'un très grand nombre d'autres. Ces pays n'existaient pas ou ils n'étaient vus qu'à travers la lumière de la Russie. J'en rappelle des auditions au Sénat, à l'Assemblée nationale, où j'avais un certain nombre de sénateurs devant moi qui m'ont dit « Mais enfin, l'Ukraine, c'est partie de la Russie, n'est-ce pas ?» Donc vous aviez ce sentiment de non-existence des autres. Comme si l'image de l'empire défunt de la France se retrouvait projetée dans l'empire actuel qui était l'empire russe. Et je trouve que c'est ça qui m'a beaucoup frappé. Donc, et puis après, il y avait le mépris, et je terminerai rapidement là-dessus, le mépris total pour ce que disaient les, entre guillemets, petits États, ou ces petites nations dont parlait Milan Kundera. C'est-à-dire que là aussi, les non-existants, les Baltes, les Polonais, les Tchèques, bon, tous ces États, effectivement, qui n'ont pas d'importance. Ce qui importe, en fait, pour beaucoup de Français ou d'Allemands, d'ailleurs aussi,
ce sont les grands États. Ils sont toujours dans la politique de grande puissance, la great powers politique. Et c'est cette idée-là d'une sorte de hiérarchie implicite des États qui a aussi, me semble-t-il, gouverné, qui pour une part d'ailleurs gouverne, je crois, encore, la perception d'un certain nombre de politiques françaises et européennes. Mais justement, vous venez, lorsque vous avez commencé, vous avez évoqué notamment certaines formes de naïveté, teintées de réel politique et en même temps de romantisme liées à une forme de méconnaissance que les Européens avaient de la Russie à cause de cette fausse image qu'ils s'étaient créée depuis toujours. Vous avez également évoqué le cas des Anglo-Saxons, principalement les Canadiens et les Américains. Je me tourne maintenant vers Gallagher. J'aimerais savoir, vous qui êtes quand même assez familier du monde anglo-saxon, est-ce que vous partagez ce constat? Y a-t-il eu également, indépendamment des cris d'alarme que les Américains avaient déjà fait avant le début de l'offensive, y a-t-il quand même une erreur? Les Américains se sont-ils trompés ou au contraire n'ont-ils pas justement su suffisamment mettre en avant le problème d'une potentielle invasion? Alors, les Américains ont eu raison et ils se sont trompés en même temps. Et je vais y revenir, mais juste avant ça, si vous me le permettez, j'aimerais juste commencer en fait par remercier Irina pour son invitation. Vous remercier, vous toutes et tous qui êtes ici. Je me permets de faire cela très rapidement parce que je n'ai pas l'habitude, si vous voulez, d'avoir un public devant moi. Et je trouve franchement très touchant votre présence et je me dis, ça me vient là tout de suite, que tant que ces salles seront quasi pleines, quand le sujet sera l'Ukraine, dans une certaine mesure, la flamme de la réflexion et donc celle de la résistance restera vivante. Donc merci, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger, parce que j'ai rarement l'occasion d'échanger avec celles et ceux qui me subissent. Et donc, voilà, j'espère que vous pourrez me poser des questions. La deuxième chose que j'aimerais faire, c'est juste préciser d'où je parle, parce que vous avez la gentillesse de m'introduire. Il est souvent gênant pour moi, je vous le dis sincèrement, d'être mis sur un pied d'égalité, même métaphorique, avec des personnes comme vous-même, Adrien ou encore Monsieur Tenzer, qui sont d'immenses spécialistes, peut-être en devenir peut-être reconnus. Moi, je suis consultant. Et la manière dont je conçois mon rôle, et c'est l'espace depuis lequel je m'exprime face à vous ce soir, et c'est important pour moi de le préciser, c'est que l'avantage que j'ai sur, par exemple, M. Tenzer, c'est que moi j'ai du temps pendant que lui travaille. Et j'essaye d'utiliser ce temps afin d'être une sorte de courroie de transmission, peut-être même de restitution. Je fais mes propres recherches, mais durant lesquelles je m'alimente de ces recherches, de leurs recherches, celles d'Adrien et celles de Nicolas. Voilà, c'est important pour moi de dire cela. Puis une dernière petite chose, venant d'un milieu familial dans lequel voilà, l'éducation, mes parents voilà, m'ont transmis un goût pour l'éducation, étant eux-mêmes très actifs. Ma mère était prof pendant des décennies, vous savez tout maintenant. Vu le drame qui s'est déroulé aujourd'hui, je voulais juste voilà, exprimer ma pleine et entière solidarité avec le monde de l'éducation, puisqu'on est, après tout, ici dans un univers éducatif. Je ne sais pas si ça a un sens de dire cela. Pardon. Pour revenir à votre question, et je suis d'accord avec ce que M. Tenzer disait à l'instant, ce qui, je pense, a caractérisé, je vais venir aux anglo-saxons, mais en tous les cas, mon attitude, je vous le dis sincèrement, j'ai connu un petit peu M. André Glucksmann, un peu plus son fils Raphaël Glucksmann, notamment au moment où il avait formé cette formidable association Études Étudiants sans frontières, association grâce à laquelle il faisait venir notamment des étudiants et des étudiantes tchétchènes, dont une qui était dans mes cours, Milana, et qui nous éclairait de la manière suivante. Et c'est pour ça que je caractériserai, je vais parler uniquement de moi-même, mon attitude était celle d'une sorte de cécité volontaire. On voyait l'horreur. Je pense notamment à Grozny, dont vient cette Milana à laquelle je fais référence. On voyait l'horreur, mais on ne la reconnaissait pas, parce que reconnaître l'horreur vous commande d'agir. Donc, il y a eu la Tchétchénie pendant 10 ans, avec son cortège de morts, de crimes de guerre. En 2004, l'ONU désigne Grozny ville la plus détruite au monde, et c'est précisément à ce moment-là que je fais la connaissance de Milana.
et qui nous raconte cela. Et puis il y avait aussi, voilà, on en parle souvent, Anna Politkovskaya et d'autres qui écrivaient, qui alertaient. Et franchement, je les lisais, je voyais, mais je ne reconnaissais pas. Parce qu'à l'époque, dans le cadre de cette cécité volontaire, il y avait d'abord la hantise face au degré d'horreur auquel on était exposé. Je me souviens d'une conversation avec Alexandre Tcherkassov de l'ONG Mémorial, que vous connaissez sans doute tous et tous, quand je lui ai demandé combien de personnes sont mortes en Tchétchénie. Dites-vous qu'il travaille là-dessus quotidiennement depuis des années, même lui, avec les accès, les enquêtes de terrain. Milana a d'ailleurs, avant de devoir fuir, elle a officié en tant que présidente du bureau mémorial à Grozny. Alexandre Tcherkassov m'expliquait qu'il n'était pas capable de chiffrer au millier près le nombre de victimes entre les disparitions forcées, les morts, les charniers, etc. Donc la Tchétchénie, première guerre, deuxième guerre, peut-être 10%, peut-être 15% de la population effacée, aucune réaction aussi peu. Et puis ensuite, vous connaissez la suite, la Géorgie, pareillement, peu de réactions, aussi peu. Puis la Crimée, le Donbass, peu de réactions, puis si peu. Et là, on avance à peut-être ce qui nous amène à remplir cette salle ce soir, février 2022. Là, les yeux commencent à s'ouvrir parce qu'il y a la voix d'un homme, notamment, Volodymyr Zelensky, mais le réveil est douloureux. Parce que même si on sent le retour, et je trouve que c'est une expression très maladroite du tragique, de l'histoire, comme si cela avait disparu. Et puis, je pense que la cécité cesse totalement lorsque la presse révèle aux yeux du monde, fin mars, début avril, Boutcha, Oradour-sur-Glane, Srebrenica, Boutcha. Et pour revenir à votre question, en amont du déclenchement de l'opération de février, les Américains, ceux qui servent sous les ordres de Joe Biden, sont pour beaucoup d'entre eux et elles les mêmes qui ont servi sous les ordres de Barack Obama quand Joe Biden était vice-président. Et ceux-là se sont fait rouler dans la farine par Vladimir Poutine sur un cas très précis, notamment celui de la Syrie et du bombardement de la Ghouta orientale, avec des diverses promesses, et puis cette volonté isolationniste de se replier, de ramener les boys à la maison, de ne plus être engagés à l'extérieur, etc. Donc cette fois-ci, les Américains prennent une stratégie très différente. Et c'est quelque chose d'assez inhabituel et qui prend pas mal d'observateurs de cours. Ils partagent leurs renseignements. Ils disent ce qu'ils voient. Mais il y a beaucoup de méfiance à leur égard. Pourquoi ? Aujourd'hui, on peut s'interroger à ce sujet. Peut-être parce qu'en 2003, eh bien, les Américains, lorsqu'ils se présentent devant le Conseil de sécurité, alors que la France adopte une position très contraire, rappelez-vous Colin Powell avec sa petite fiole dans la main, disent « Regardez, nous avons là la preuve d'armes de destruction massive, chimiques, entre autres, développées par le régime de Saddam Hussein en Irak. » Mensonges éhontés qui mènent, là encore, à des crimes qui nous hantent jusqu'aujourd'hui et dont se sert Vladimir Poutine. Hier encore, lors de son discours. Donc peut-être qu'il y a dans la réception du message délivré par les Américains une certaine méfiance alimentée par des épisodes malencontreux précédents. Mais les Américains ont raison, effectivement, ils vont le faire. Les Français voient ce que les Américains voient, mais il y a une différence d'appréciation, peut-être d'ordre psychologique, sur le choix que les Russes vont faire. Parce que les Français pensent que les forces massées sont sous-dimensionnées pour envahir un pays, donc ils ne le feront pas. C'est irrationnel, ça n'a aucun sens. Les Américains sont tout à fait d'accord, oui, c'est sous-dimensionné, mais ils vont le faire. Là où les Américains se trompent, et je terminerai là-dessus, c'est que les Américains pensent effectivement que les Russes vont envahir, mais ils ne croient pas une seconde que la résistance ukrainienne va tenir. Et là, beaucoup, voire tout le monde s'est trompé. Ça m'amène à penser d'ailleurs dans le prolongement un petit peu de ces erreurs d'appréciation qu'aujourd'hui, bon, on le voit dans le cadre des différentes conférences et rencontres qui ont eu lieu, bon, il y a un consensus, en tout cas de la part des Européens, pour aujourd'hui
aider l'Ukraine coûte que coûte et lui offrir les clés lui permettant son adhésion. Néanmoins, on le voit malgré tout, il y a il y a deux Europes finalement qui ont l'air quand même de se profiler. On a d'un côté une Europe, on va dire encore hésitante, je pense notamment à la France et l'Allemagne et des différentes déclarations d'Emmanuel Macron que vous connaissez toutes l'attestent, la position difficile d'Olaf Scholz également, face à une autre Europe, cette fois beaucoup plus volontariste, qui se situerait plutôt au centre et même sur un axe Baltique-Mer Noire, qui elle, au contraire, veut redoubler d'efforts pour permettre à l'Ukraine d'asseoir son indépendance et son destin européen. Aujourd'hui, on a l'impression que les choses sont maintenant bâties autour de ce même but. Néanmoins, est-ce qu'il y a encore des divergences ? Est-ce qu'un consensus va pouvoir finalement émerger définitivement et surtout se maintenir à l'avenir une fois cette guerre terminée ? Alors, la question c'est de savoir sur quoi il y a consensus et sur quoi il n'y a pas consensus. Et là, je dirais, les mots généraux ne servent à rien. C'est-à-dire que parler aujourd'hui de la victoire de l'Ukraine, qui est l'objectif officiel, je veux dire, heureusement quand même à peu près de chacun, n'a pas de sens si l'on n'est pas d'accord sur ce que signifie la victoire de l'Ukraine. Est-ce que la victoire de l'Ukraine, ça suppose qu'elle puisse reconquérir l'ensemble de son territoire, perdu depuis début 2014, donc bien sûr, y compris la Crimée, et je ne vois d'ailleurs pas pourquoi on accorderait un statut spécial et on différencierait la Crimée des autres parties de l'Ukraine, il faut être totalement clair là-dessus, mais il faut le dire clairement. Deuxièmement, est-ce que ça veut dire aller jusqu'au bout dans la punition des crimes de guerre ? Est-ce que l'on est tous d'accord pour dire que la question du retour des enfants ukrainiens kidnappés, ce qui constitue un crime de génocide en vertu de la Convention du 9 décembre 1948, n'est pas négociable? Est-ce qu'on est d'accord pour dire que les réparations, ce n'est pas aussi, sur le principe, on peut discuter des modalités, ce n'est pas quelque chose de négociable? Et là, je pense qu'on a déjà un certain nombre de divergences. Surtout quand certains disent « ça se terminera par une solution diplomatique » et non militaire. On a toujours cette petite musique qu'on réentend régulièrement du côté d'un certain nombre de dirigeants, pas seulement d'ailleurs européens, il faut bien le dire, on voit aussi les déclarations du général Mark Milley, qui est le patron de l'armée américaine. Ça, pour moi, ça n'a strictement aucun sens. Surtout quand on ne précise pas avec quel type de régime on entend négocier, ou discuter, ou avoir des accords de paix. Quand les Européens disent « nous soutenons le plan de paix en 10 points du président Zelensky », est-ce qu'ils sont vraiment sérieux? Ou bien est-ce que c'est, comme on dit en anglais, service de lèvres, lip service, enfin une sorte de clause de style, pour dire oui, ok, on est d'accord avec toi, mais après, quand même, ton plan, il est peut-être un peu ambitieux, il va y avoir des discussions, on ne peut pas complètement détruire la Russie. Personne ne veut détruire la Russie, d'ailleurs, c'est pas le sujet, personne n'a proposé, même moi qui suis considéré comme un faucon parfois, j'ai jamais proposé d'aller envahir Moscou, non, soyons sérieux. Donc on a toujours ces espèces d'ambiguïtés, et puis on a aussi quand même quelque chose qui est peut-être plus fortement ancré dans la conscience des personnes. Et là, on revient à la question des crimes dont à la fois Gallagher et moi avons parlé tout à l'heure. Moi, j'ai quand même une vraie interrogation. Est-ce que nous aurions pu, et si nous aurions pu, certainement nous l'aurions dû, sauver par une action massive, que personnellement je réclamais dès le 24 février, des dizaines de milliers de vies ukrainiennes. Personnellement, ça me hante. Je pense qu'il y a un certain nombre de dirigeants, notamment dans les pays d'Europe centrale et orientale, j'en connais quelques-uns, ou je connais en tout cas certains ministres, ou aussi ambassadeurs de ces pays, que ça hante aussi. Parce qu'ils sont hantés par cette conscience du crime. Est-ce que tous les dirigeants européens y sont hantés? Alors, ce n'est pas une question rhétorique, ce n'est pas uniquement une question morale. Après tout, la morale, ça concerne sa conscience personnelle. Mais c'est aussi une appréhension
effectivement de la nature même de la guerre. J'ai l'impression que du côté européen, on a un certain nombre de dirigeants, de personnes, qui sont encore dans une forme d'analyse de ce qui se passe depuis 9 ans, et encore plus depuis 1 an, comme si c'était une sorte de guerre normale. Pour dire oui, il n'y a pas de normalité de la guerre, toute guerre est horrible. Non. Il y a quand même des différences dans la guerre. Il y a une guerre d'extermination qui est menée par la Russie de Poutine, une guerre génocidaire au sens propre du terme. Et je ne suis pas sûr qu'un certain nombre de ces dirigeants d'Europe occidentale, d'Europe de l'Ouest, aient parfaitement conscience de cela ou aient envie d'en avoir conscience. Il y a une volonté de détourner le regard, qu'on a vu d'ailleurs, c'était très frappant pour les dirigeants qui ont assisté à la Coupe du Monde de foot à Moscou en 2018. Certains se rappellent les visuels extraordinaires de l'artiste ukrainien Andriy Yermolenko qui, vous voyez certains d'entre vous certainement ces images impressionnantes. Comment peut-on à un certain moment serrer la main de M. Poutine, féliciter, aller là, sans avoir quand même la conscience que les clameurs des supporters effacent ou occultent ou réduisent le silence les cris des victimes qu'on torture. Et je pense que la différence d'approche, elle est vraiment dans ce type de conscience. Et quand je parlais tout à l'heure de cette politique des grandes puissances qui, en quelque sorte, embarrasse l'esprit d'un certain nombre de dirigeants européens, je me demande si ça n'a pas un rapport direct, finalement, avec ces problèmes de sous-estimation de la nature du conflit, qui ne perçoivent pas le côté radical de cette guerre. Radical dans sa destruction, dans sa volonté de destruction. Et donc ils ne comprennent pas, ce faisant, la nature exacte de l'idéologie de Poutine lui-même. Parce que cette radicalité, c'est bien cela. Il faut bien avoir un jour écrit, c'était en 2016, après les crimes massifs de Poutine en Syrie. Je rappellerai toujours d'ailleurs que l'armée russe a tué plus de civils syriens, bien plus, en Syrie que même Daesh. Jamais oublié ce fait-là. Et je pense qu'il y a une volonté de ne pas savoir et de ne pas comprendre ce que cela signifie en termes d'intention de saper radicalement les fondements même, non pas de l'ordre occidental, ce qui n'a pas de sens, mais des valeurs fondamentales auxquelles nous tenons, des valeurs de liberté, des valeurs de droit, de l'existence de la personne humaine, de dignité. Et je crois que si on remonte au fond des choses, c'est ça cette différence. Mais c'est-à-dire également que se pose la question du centre de gravité de l'Europe, qui jusqu'à présent reposait surtout sur l'Occident, que pour pouvoir acter l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne, à l'Occident, et puis surtout assurer une stabilité future pour le continent européen, les puissances occidentales devraient justement acter ce passage du poids, du pivot en fait vers l'Orient, l'Europe orientale, et que donc on a des puissances comme la France et l'Allemagne qui ne sont toujours pas prêtes à l'accepter. Oui, je vais surtout parler Gallagher, mais je pense que oui, je pense qu'il y a toujours... ça rejoint avec cette espèce de prétention ou d'arrogance de puissances comme la France ou l'Allemagne. Je ne dis pas que d'autres ne le sont pas nécessairement, y compris en Europe. La Pologne aussi est très affirmative de soi, même si aujourd'hui elle soutient la bonne cause, mais bon, je ne ferai pas de commentaire sur la politique interne du gouvernement polonais, qui est un autre sujet. Mais je pense qu'aujourd'hui... il y a effectivement toujours cette espèce de hiérarchie implicite entre les puissances en Europe dans lesquelles des pays comme la France et l'Allemagne se placent au-dessus. Elles n'ont pas accepté, d'abord qu'elles avaient eu tort. Il n'y a pas de travail. Alors il se fait un peu en Allemagne, c'est assez intéressant d'ailleurs. Il y a beaucoup de débats là-dessus sur finalement les fautes passées, pas uniquement de l'os politique, c'est trop englobant, mais enfin de cette complaisance, je dirais, avec l'Allemagne, avec la Russie, pardon.
Je pense qu'en France, on n'a pas, pour une série de raisons, fait ce travail de réexamen et que j'aurais espéré, peut-être naïvement, que même les autorités publiques en France reconnaissent tout simplement qu'elles ont eu tort, qu'il y ait cette reconnaissance. Ce n'est pas quand même un signe de honte que d'avoir tort, on peut avoir eu tort. Mais il faut le reconnaître pour passer à l'étape suivante. Et quand je vois certains qui sont encore aujourd'hui dans le dire « Ah oui, mais quand même la Russie, il va falloir qu'un jour peut-être, etc. » Je me dis qu'il n'y a pas eu véritablement ce travail et cette connaissance. On avait évoqué d'ailleurs dans l'écho tout à l'heure, mais je ferme la parenthèse et je m'arrête là, aussi quand même évidemment l'influence d'un certain nombre de réseaux, y compris très proches du pouvoir politique, dans l'influence maligne, néfaste d'un certain nombre de dirigeants français. Il y aurait, et pas uniquement, je dirais, c'est pas uniquement les trolls et c'est pas seulement l'extrême droite et l'extrême gauche. C'est ça que je veux dire. Je vais essayer d'être très court. Je pense que si on définit le centre comme étant le lieu du courage, je pense que la réponse à votre question, Adrien, elle est dans votre question. Effectivement, le courage en ce moment, c'est clairement dépassé. Le courage et la vision. Parce que c'est vrai que quand on entend les déclarations, je pense à celle de Kaja Kallas sur la nécessité de réarmer, de mutualiser cet effort comme on l'a fait pendant le Covid, c'est particulièrement nécessaire et visionnaire. C'est quelque chose qu'on aurait déjà dû faire. Et on a été alerté par rapport à cela, mais on n'a pas écouté, on n'a pas voulu écouter. On en revient à cette notion de cécité volontaire. Je dirais juste une chose, moi, qui m'a frappé hier lors de l'allocution du président américain, le président Biden. Discours absolument magnifique, c'est son moment Ich bin ein Berliner, puisque voilà, il vient et il dit ces phrases qui resteront à mon sens dans l'histoire avec un grand H. Kiev est debout, Kiev est forte, Kiev est fière, Kiev est libre, ou Kiev plutôt. Mais il y a une chose qui m'a dérangé, je pense que dans cette conversation, il y a un danger. Et en cela, on sert les intérêts de Vladimir Poutine. C'est qu'il manque un drapeau derrière le président Duda. Et il manque un drapeau derrière le président Biden, même s'il l'évoque dans son discours. C'est le drapeau européen. Il y a un drapeau polonais, un drapeau américain, un drapeau ukrainien. Et je les salue chaleureusement. Mais pourquoi n'y avait-il pas de drapeau européen ? Je pense que nous devons faire très attention dans cette espèce de moment d'aggiornamento avec des Allemands, Nicolas l'a évoqué, profondément troublés par ces résurgences de vieux démons qui les hontent et cette révolution copernicienne, hein, parce qu'on peut critiquer les Allemands, mais il faut se rappeler qu'en en 10 mois, ils sont passés de donner 5000 casques à des chars léopards. Et quand arrive le jour où il faut vraiment les faire passer la frontière à ces chars, on voit que certains des pays qui avaient fait des promesses sont un peu plus frileux ou hésitants aujourd'hui. Donc ça va être une nouvelle phase relativement douloureuse. Mais attention dans cette conversation sur le déplacement du centre de l'Europe et du courage, à ne pas nous diviser trop. Nous parler librement, douter les uns des autres, c'est le propre de la démocratie et c'est ce qui fait notre force dans ce gros moment et notre identité, parce que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Mais attention à ne pas nous diviser trop et trop loin. Mais justement, c'est très intéressant ce que vous dites. Ça me permet justement de revenir un petit peu à ce que vous disiez, Nicolas Tenzer, à propos en fait des différents réseaux que met en scène le Kremlin pour justement diviser les Européens. La guerre en Ukraine, ce n'est pas seulement une guerre par les armes avec les missiles et les chars, c'est également, il faut s'en souvenir, une guerre de l'information. Je lisais ce matin dans Le Monde un article qui disait que les Européens, dans leur ensemble, soutenaient corps et âme l'Ukraine, la cause des Ukrainiens. Néanmoins, cette opinion commençait à s'éroder. Donc, ma question pour vous deux, surtout que voilà, Gallagher, vous êtes journaliste, comment aujourd'hui maintenir cette opinion ou au contraire peut-être comment la relancer le soutien des peuples européens, de l'opinion publique envers les Ukrainiens alors que celui-ci, à cause peut-être des problèmes économiques, parfois manipulés à tort et à raison par les différentes franges de l'échiquier politique, donc commence à faire douter certains. En faisant ce que vous faites,
en nous interrogeant à ce sujet, en organisant des soirées comme celle-ci, en poursuivant ces discussions qui permettent, je l'ai dit, à la flamme de la réflexion et donc de la résistance de rester vive, et je vous en remercie. Et il y a une manière, si vous voulez, très simple de mesurer cette adhésion. Et moi, j'aime pas trop parler de la cause de l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, en fait, au travers de son président, de son peuple et de son armée, incarne en réalité une idée. C'est plus une adhésion à une idée. Je pense que hier, dans ce grand moment d'histoire, il y avait un choix de société qui était très simple. Quand vous êtes devant votre télévision et vous regardez le discours de Vladimir Poutine et ensuite celui de Joe Biden, dans quel monde voulez-vous vivre? À quelle foule souhaitez-vous appartenir? Mais vous savez, les Français, par exemple, prenons ce cas-là. Il y a eu des sondages récemment conduits à l'échelle des 27 sur l'adhésion au soutien à l'Ukraine. Et il n'y a pas un seul pays, si je me souviens bien, pas un seul où on est en dessous de la barre des 50%. Quand les Français sont contre quelque chose, me semble-t-il, ils sont capables de descendre dans la rue, par centaines de milliers, voire de dépasser le million. Et il n'y a pas ça en ce moment. Dans aucune capitale européenne, vous voyez des gens... Vous vous souvenez, au début, on a vu en Italie, je me souviens de certaines personnes qui brûlaient des factures en disant « moi, je ne vais pas payer ça parce que si mes factures sont aussi élevées, c'est à cause de la guerre en Ukraine ». Il y avait ce lien très insidieux, pernicieux qui était fait entre inflation, hausse des coûts de l'énergie, soutien à l'Ukraine, tout ça était un peu mélangé. Et puis, ça s'est relativement rapidement tari. Parce qu'il y a un travail, encore une fois, d'explication qui a été fait, de dissociation, de clarification. Donc c'est ça ma réponse. D'accord. Rajouter quelque chose? Oui, très rapidement. D'abord, effectivement, sur ce qu'a dit Gallagher sur l'Europe, oui, je pense qu'effectivement, il faut absolument garder une unité. Il faut aussi dire que malgré tout, ce soutien européen à l'Ukraine, quelles que soient les limites que j'ai mentionnées tout à l'heure, je veux dire, il est réel. Il y a eu une transformation aussi de l'Europe, des choses que certains d'entre nous appelions de nos voeux il y a longtemps sur le renforcement de la défense européenne, sur l'unité qui s'est trouvée. Je trouve que, par exemple, Ursula von der Leyen a fait, c'est peut-être décevante comme avant, comme ministre de la Défense allemande, mais elle s'est révélée comme une personnalité vraiment forte, droite, totalement rigoureuse, comme Kaja Kallas ou Sanna Marin, etc., sur la question de l'Ukraine. Même si ce n'est pas un homme charismatique, Charles Michel, le président du Conseil européen, a aussi, je dirais, tenu des propos extrêmement forts, et même Joseph Borrell, qui s'était fait, on s'en souvient quelque peu, je dirais, un peu trompé dans un de ses voyages à Moscou avant le déclenchement de cette nouvelle guerre, s'est révélé aussi un homme finalement qui avait une position. Donc, encore une fois, l'Europe avance, elle s'est unie sur les sanctions. Je rappellerai d'ailleurs que même les petites sanctions, je dis petites sanctions, évidemment pas à l'échelle de ce qu'il aurait fallu faire depuis 2014, à la fois sur le non-respect des accords de Minsk à l'époque et sur la Crimée, parce que c'est deux régimes différents, eh bien, en fait, ils ont toujours tenu bon, malgré la Hongrie, malgré l'Autriche, malgré effectivement les opinions dissidentes. Le soutien des peuples européens, prenons même l'exemple du peuple français à l'Ukraine, l'élan de solidarité, je dois dire que pour moi, ça a été probablement la meilleure surprise de cette période. Je ne m'y attendais pas, je le dis clairement, j'étais beaucoup plus pessimiste, mais j'ai trouvé honnêtement qu'il y avait ce soutien, et il ne faiblit pas. Gallagher faisait allusion effectivement aux manifestations en Italie. Alors, il y en a eu aussi en République tchèque, fortement d'ailleurs poussé par un certain nombre de réseaux sociaux animés évidemment par la propagande russe, où il y avait quand même un moment 10 000 ou 15 000 personnes, je ne sais plus, qui sont descendues dans la rue à Prague. Eh bien, on s'aperçoit que non. En France, on n'a jamais eu ce genre de choses. Et ce n'est pas les quelques misérables petits trolls qui sont aussi évidemment d'extrême droite, anti-vax, ce qu'on veut. Je veux dire, c'est pas ça qui va faire changer et qui va faire heureusement basculer l'opinion, notamment française. Donc je trouve, on a quand même ce soutien. Parfois, ce que je crains le plus, et je terminerai là-dessus, c'est moins, je dirais, un basculement de l'opinion publique ou des opinions publiques que parfois un basculement des gouvernements. C'est à un certain moment, je ne sais pas quand, notamment si la guerre dure trop longtemps, c'est pour ça aussi que je dis depuis le début, donnons tout à l'Ukraine, enfin d'abord pour sauver des vies, mais aussi pour ça, il pourrait y avoir une tentation plus du côté des gouvernements à céder ou à recourir à cette espèce de faiblesse des négociations, ce qu'une fois j'avais appelé les nuages sombres de la paix,
je pense que c'est plus le risque du côté des opinions publiques. Mais bien sûr, il faut que le gouvernement aussi alerte et fasse finalement ce qu'ils n'ont pas fait. Je me suis arrivé plusieurs fois de dire à des gouvernements, l'actuel ou le précédent, de dire, mais sur la guerre en Ukraine, j'entends avant 2022, parlez-en. Dites quand même qu'il y a cette guerre à 3 heures de Paris. Personnellement, je l'ai dit plusieurs fois à ce moment-là dans des interventions télévisées ou radiophoniques. Mais les gens n'en parlaient pas. Donc continuons à dire, continuons à parler des crimes massifs. Et je pense que d'abord, la conscience, elle doit venir par la conscience du crime. C'est comme ça que l'opinion restera aussi en éveil. Montrons, c'est aussi le travail des journalistes. Boutcha, j'y suis allé en avril aussi, je veux dire, c'est quelque chose d'incroyable. Mariupol, c'est vraisemblablement encore pire en termes de victimes. On pourrait parler d'Izium, d'Irpin, etc. On est dans... Alors, on m'a beaucoup reproché d'avoir utilisé l'expression de mal absolu, mais je maintiens cette expression. Je pense qu'on est vraiment dans l'expression d'un mal absolu, y compris avec l'héritage qui est le mien, pour moi, que je compare, mais je le compare personnellement avec l'héritage du nazisme. Il n'y a pas d'autre mot. Merci beaucoup Nicolas Tenzer et merci à Gallagher pour cet échange vraiment passionnant qui aurait pu être prolongé, mais malheureusement nous sommes pressés par le temps. Nous avons juste à peine quelques minutes pour éventuellement prendre quelques questions du public. J'invite seulement ceux qui souhaiteraient poser des questions à poser des questions brèves, et j'applique également cette même règle, je suis premier désolé, donc aux invités. Voilà. Oui, bonjour. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions de haut niveau. Je voulais rassurer par ailleurs Gallagher, il a dit qu'il ne parlait jamais face à un public, mais je dis toujours pour rire que LCI est la seule chaîne patriotique ukrainienne hors d'Ukraine, et vous êtes dans les salons de la communauté ukrainienne de France tous les soirs. Je voulais poser une question, c'est-à-dire que on a dit, il y a des sources qui disent qu'à la veille de l'invasion russe, enfin le 22 février, les troupes hongroises étaient positionnées pour envahir l'Ukraine transcarpatique, qui par ailleurs, c'est un renouveau de 1939, je crois, c'était le premier massacre avant la Deuxième Guerre mondiale, ou de la Deuxième Guerre mondiale. Et alors d'abord, est-ce que vous avez des informations là-dessus? Est-ce que c'est vrai? D'autre part, on dit qu'il y a en Hongrie des partis impérialistes qui voudraient rétablir l'Empire hongrois et qui sont aussi délirants que les poutinistes. Alors, c'est une réflexion comme ça, c'est-à-dire si les Russes avaient gagné et que la Hongrie avait envahi l'Ukraine transcarpatique, je pense que l'Union européenne aurait été, entre guillemets, bien. Et comment on voit ce problème? Est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce qu'on voit ce problème dans le futur? Il y a quelqu'un qui a dit très récemment que la Hongrie ne faisait de fait plus partie de l'Union européenne parce que ce n'était pas un État de droit. Ce n'était plus un État de droit. Merci. Je suis d'un naturel un tout petit peu provocateur, mais ça peut m'arriver. Sacha Ragnac, essayiste. Je baigne dans cette ambiance ukrainienne depuis des décennies, de par les souvenirs de mon père et le combat de mon père sous Pétoul. Et je pense que nous avons franchi le Rubicon sur le plan de l'aide des gens libres dans ce monde par rapport à l'Ukraine. L'Ukraine gagnera sa guerre. Et je pense que la Russie sera défaite. Cette défaite ne peut pas s'accompagner d'une simple défaite, et c'est là que ma question vis-à-vis de vous sera un peu provocatrice, mais je ne pense pas finalement, parce que vous me comprendrez à mi-mot. Je pense qu'on s'aventure, on s'achemine vers une dislocation de la Russie, basée sur une analyse extrêmement fine, à la hauteur de la composition de cette fédération de Russie, qui était une fédération de peuples qui ont été soumis à la Russie, notamment pour tout ce qui est aspiré. Et je pense, vous me répondrez là-dessus, votre point de vue, il y aura un retour vers les Russes, vers peut-être une entité qui sera peut-être, sans doute, la Moscovie, au nord de l'Europe, et qui était peuplée par les Finno-Ougriens ou les Finno-Mongols, et qui a constitué le peuple authentique de la Russie. Voilà. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre analyse là-dessus, messieurs? Merci. Bref, on a 4
Oui, très brièvement sur votre question. Bruno Tertrais a récemment, je crois pour la revue Grand Continent, rédigé un article très intéressant que je vous recommande donc il dit qu'il est très important de commencer à réfléchir aux conséquences de la dislocation effectivement de la Fédération de Russie. Il ne dit pas que c'est ce qui va se passer, mais il dit que nous avons l'obligation de réfléchir aux conséquences de cette éventualité. Et juste pour terminer là-dessus, tout à l'heure, M. Tenzer parlait d'un éventuel dissensus autour des contours de la définition d'une victoire de l'Ukraine. Je pense qu'il y a également dissensus au sein des alliés de l'Ukraine sur les contours d'une défaite de la Russie. Comment la Russie doit-elle perdre? C'est le sens de votre question et la raison pour laquelle je pense beaucoup d'alliés s'interrogent, voire tremblent dans une certaine mesure, c'est n'oubliez jamais qu'il y a un petit peu moins de 6000 têtes nucléaires en Russie et que ces têtes ne sont pas toutes sur le territoire de la Russie. Donc, voilà, comment gérer cela? C'est une immense question et c'est probablement la raison pour laquelle Vladimir Poutine, dans son discours hier, a pris le soin de raviver ce chiffon avec les questions liées à New Start et à la suspension de la participation de la Russie, qui est un traité, franchement, ne vivait plus beaucoup de toute façon. Vous avez 2 minutes. Alors, effectivement, rapidement, sur la Hongrie, malheureusement, je n'ai pas d'informations particulières. Je sais qu'il y a effectivement ces mouvements, il y a ces tendances rattachistes. Il y a eu à un certain moment une tentation du côté d'Orban qui faisait de la provocation. Bon, on le sait. Je ne crois pas que ce soit aussi un mouvement, je dirais, puissant aujourd'hui. Voilà. Sur la question effectivement de l'avenir de la Russie, effectivement, il y a ce risque. Alors, même si Bruno Tertrais, dans l'article en question, dit oui, il est peu probable, il faut effectivement le regarder. Sur la question qui divise, effectivement, on est bien d'accord, de ce qu'est la défaite, moi, je dirais d'abord défaite militaire, quand même, sur le territoire ukrainien, premièrement, et deuxièmement, comme pour les termes américains, containment, certes, mais aussi rollback, c'est-à-dire quand même la Géorgie, les 20% du territoire géorgien occupé, c'est inacceptable. Il faut le dire clairement, il faut agir dans ce sens. La Transnistrie, c'est inacceptable. Le Bélarus, c'est inacceptable. Les crimes qui continuent en Syrie, c'est inacceptable. Le soutien à des régimes dictatoriaux, depuis la junte birmane jusqu'à un certain nombre de régimes d'Amérique latine, ce n'est pas acceptable. L'ingérence dans nos démocraties, ce n'est pas acceptable. Et je pense que la défaite, ce n'est pas effectivement, je dirais, détruire la Russie, bien sûr que non, mais en revanche, aller jusqu'au bout de ce travail pour tout simplement imaginer qu'un monde sans la Russie de Poutine sera quand même un monde meilleur. Merci.